Madame, Messieurs, peuple de Mahat, Kemet Télévision entre dans une nouvelle ère, une ère d'unité panafricaine, de communion des intelligences et de circulation des savoirs ancestraux d'un bout à l'autre du continent noir. Désormais, Sagesse Kamite s'ouvre davantage aux voies éclairées de nos frères et sœurs d'Afrique et de la diaspora pour que la lumière de la connaissance éclaire tous les recoins de notre mémoire collective. En ce jour, j'ai l'honneur et la joie de recevoir depuis Abidjan en Côte d'Ivoire le frère Yao Boni, penseur engagé, formateur et fondateur de l'école Anansi, un programme afrocentré qui œuvre à l'élévation du niveau mental des Africains. Avec lui, nous allons plonger dans une question cruciale, fondamentale, douloureuse parfois, mais nécessaire. Comment l'Afrique est-elle tombée? Quelles furent les brèches? Qui les a ouvertes? Qu'avons-nous oublié? Et surtout, comment nous relevons-nous aujourd'hui? Restez avec nous pour ce moment d'introspection, voilà, de lucidité et de réarmement spirituel. Que la parole soit vérité, que l'écoute soit sagesse et que le débat élève nos consciences. Sans plus tarder, allô, au TEP à toi, frère Yao Boni, depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. Comment ça va ce matin? Ote, Njambo, Ouzia, frère Nyamsi. Je vais très bien. D'accord. Avec toi ce matin, nous allons justement aborder la thématique. Comment l'Afrique est-elle tombée? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, et comme c'est la première fois dans le studio de Kemet Télévision, je vais te laisser le soin de te présenter toi-même, de donner et de dire ton profil, afin d'entrer véritablement dans le vif du sujet de cette thématique. Alors, merci frère Nyamsi d'avoir effectué cette invitation à laquelle c'est un honneur pour moi d'y répondre. Moi, c'est le frère Yao Boni, voilà, résident en Côte d'Ivoire. Je suis entrepreneur, psychanalyste, psychothérapeute, voilà. Et j'ai pris l'initiative de fonder une école, un programme d'élévation du niveau mental pour nos populations africaines. Et intégrer ce programme dans le système éducatif. Voilà. Voilà de façon succincte comment je me présente. D'accord. Nous allons très vite prendre une transition pour te permettre, n'est-ce pas, de te mettre en condition, frère Yao. Et puis, on se reprend juste derrière, n'est-ce pas, pour entrer véritablement dans le vif du sujet de cette émission ce matin. D'accord. D'accord. Ok, à tout de suite, madame, messieurs. Ils sont venus de loin, des terres du monde entier, pour renouer avec les racines, pour revivre l'Afrique, non comme un souvenir, mais comme une force intemporelle. Après le succès retentissant de la première édition, Kemet Reconnexion revient pour une nouvelle immersion au cœur des savoirs et des mystères africains. Du 27 juillet au 11 août 2025, à Yaoundé au Cameroun, rejoignez la deuxième édition de Kemet Reconnexion. Un voyage exceptionnel où chaque jour révèle un héritage sacré, chaque échange nourrit la conscience, chaque geste réveille l'âme. Des maîtres spirituels, des prêtres initiés, des guérisseurs, des chercheurs de vérité, ils seront là pour vous guider, vous enseigner et vous reconnecter à l'essence de la tradition africaine. Plongez dans les initiations ancestrales, vibrez au rythme des tambours et découvrez la spiritualité africaine comme jamais auparavant. Kemet Reconnexion, parce qu'il est temps de réécrire notre histoire et de faire rayonner l'âme africaine. Du 27 juillet au 11 août 2025, à Yaoundé au Cameroun, inscrivez-vous dès maintenant pour vivre l'expérience qui changera votre vie. Infoline. Kemet Reconnexion,
là où les racines du passé nourrissent l'avenir. Retour sur le plateau. Comment l'Afrique est-elle tombée? Telle est la thématique que j'aborde ce matin dans le cadre de votre émission Sagesse Kamit avec le frère Yao Boni depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. Alors, frère Yao Boni, la première question que je vais te poser par rapport à cette thématique est celle de savoir, avant de parler de la chute, bien entendu de la chute de l'Afrique, peux-tu nous dire comment se tenait l'Afrique? Comment se tenait l'Afrique debout? Quels étaient les piliers de sa grandeur originelle, par exemple? Matondo frère Nyamsti. Alors, à la question de savoir comment se tenait l'Afrique, il faudra remonter depuis les temps immémoriaux, c'est-à-dire au moins, comme l'indiquait la chronologie de l'archéologie négro-égyptienne, à moins 3500 ans, lorsqu'on observait lors du règne de Nari-Mari, dit Namer, la première réunification d'Égypte. Donc déjà, au bout de 1600 ans, c'est-à-dire dès moins 3500 et à moins 2040 jusqu'à moins 1070, nous avons observé 3 réunifications. Donc, qui dit réunification dit sécession. Donc, s'il y a eu sécession, déjà, il y avait des dissidences politiques en ce temps-là. Donc, après la vague, je dirais des dissidences politiques, après la vague des sécessions, on a pu observer la vague des velléités à l'invasion. Voilà, la vague des velléités à l'invasion. Donc, après la vague des velléités à l'invasion, on a pu observer la vague des usurpateurs. Après la vague des usurpateurs, on a encore observé la vague des invasions effectives. Donc, pour dire que avant, je dirais avant les sécessions politiques, il y avait la civilisation où l'Afrique avait atteint son apogée. Donc, l'Afrique de l'Antiquité était celle qui se préoccupait de l'harmonie et de l'évolution spirituelle des individus. Donc, l'autorité du pharaon était associée à celle de la spiritualité. Donc, l'élite africaine en ce temps-là avait pour centre d'intérêt les connaissances et la maîtrise des lois cosmiques. D'accord? Et les différents temples de savoir le démontraient parfaitement. Parce qu'en ce temps-là, nous avions le temple de Osiris à Abydos, qui étudiait la réincarnation. Nous avions le temple de Komombo, qui étudiait la dualité. Nous avions le temple de Luxor, qui étudiait le corps humain. Nous avions le temple de Nabintu, Nephthys, ou Assata, Isis, qui enseignait les perceptions sensorielles et les émotions et les désirs charnels du corps. Aussi, nous avions le temple qui étudiait les principes de la gestation et de la féminité. On peut prolonger jusqu'au temple de Hathor, le temple de Dendera qui étudiait l'astronomie, le temple de Héru qui étudiait l'illumination, le temple de Karnak qui étudiait l'évolution de la conscience. Donc, ces intérêts-là, profonds pour la connaissance, leur ont permis d'atteindre un niveau de perfection. Surtout dans le domaine architectural, dans le domaine de la médecine, dans le domaine de la philosophie, dans le domaine de l'astrologie, dans le domaine de l'astronomie, de la chimie, etc. Donc, on pourrait dire que l'Afrique debout, l'élite de cette Afrique debout-là était plus tournée vers la recherche de la connaissance. Donc, ce niveau de maîtrise s'illustre parfaitement en ce temps-là au travers des vestiges des temples, de pyramides, de monuments qui ont en griffe éternellement résisté au temps. Donc, ces connaissances étaient conservées
par une caste d'initiés imbibés de sagesse qui veillait à la transmettre aux jeunes générations sur des critères rigoureux de sagesse et selon des critères de vocation. Donc, une fois le niveau optimal de connaissance qui était atteint, les individus appartenant à des clans pouvaient exercer leur savoir-faire et leur savoir-être tout en tenant compte des principes cosmiques et en veillant à son équilibre. Donc, pour récapituler, les piliers de cette grandeur civilisationnelle africaine étaient la connaissance, donc la connaissance des lois cosmiques et la structuration de la société en fonction de ces lois, primo. Secondo, c'était la veille à l'équilibre et à l'harmonie de la nature, donc la pratique de la maths. Et en troisième, c'était l'adaptation aux changements cosmiques. Ces changements cosmiques que j'appelle la loi du temps. D'accord. Alors, selon toi, Yao Boni, cette chute de l'Afrique est-elle survenue brutalement ou s'agit-il d'un lent processus de déchéance? Quelles en sont les premières fissures visibles? Alors, je dirais que le déclin de l'Afrique s'est fait progressivement. Et il est plus cohérent, ce déclin-là est plus cohérent dans le schéma pyramidal de l'évolution des consciences. Je vais vous inviter à présenter l'illustration 1. Voilà. Voilà, avec l'aide de la régie. Voilà, tu peux y aller. Voilà, donc avant d'interpréter cette illustration, je dirais que durant son apogée à l'époque de Kemet, les récits archéologiques avaient permis d'observer, j'en ai parlé, 3 types de sécession. D'accord? 3 types de sécession. Après, pour corriger la datation, je dirais à l'an moins 3188, voilà, nous avons assisté à la première sécession. Jusqu'à l'an, je dirais, moins 1570, voilà, en passant par l'an, de l'an moins 3188 à l'an moins 1570, donc 1600 ans, voilà, de sécession à répétition, voilà. Donc, on a assisté à la réunification de l'Inari-Mari en moins 3188 et puis à la réunification de Montouotep II en moins 2040. Et la dernière date de moins 1570. Donc, après la vague des sécessions, on a observé la vague des tentatives d'invasion, des velléités d'invasion par les Ichoches, un peuple originaire d'Asie. C'était à l'an moins 1550. Voilà. Après, il y a eu la menace des Hittites, qui étaient les ennemis attitrés de l'Égypte, de moins 1293 à moins 1188. Et puis après, en 1070, nous avions eu la tentative d'invasion par les peuples de la mer, qui était en quelque sorte une coalition des ennemis de Kemet. Donc après la vague des tentatives d'invasion, nous avons observé la vague des usurpateurs. À l'an moins 945, on a eu le règne des pharaons d'origine libyenne. À l'an moins 747, on a eu le règne des pharaons d'origine éthiopienne. Cela était dû au fort taux de métissage engendré par la présence d'une communauté libyenne et Akshoum sur le territoire de Kemet. Donc, pour revenir à l'interprétation de la pyramide, pour revenir à l'interprétation de la pyramide à l'illustration 1, on peut projeter l'illustration, si vous le permettez, voilà. À l'illustration 1, vous voyez pourquoi c'est dans une pyramide. C'est dans une pyramide parce que la pyramide a d'abord une base. Et vous voyez que la base de la pyramide est plus élargie que son sommet, qui est plus restreint. Donc, le mouvement du temps ici nous montre que le temps, dans son élargissement, a des événements, est meublé d'événements, de concours de circonstances qui sont la plupart des événements qu'ont dû subir notre continent de Kemet.
Donc, à l'époque pharaonique, qui était l'une des bases les plus larges, qui remonte à 4000 ans, voilà, nous avons connu l'apogée. Or, qui dit apogée, parce qu'il faut rappeler que l'évolution du temps se fait en forme pyramidale, donc en 3 phases. On a la phase de croissance, qui est le flanc, oui. Je dirais, qui est le flanc droit de la pyramide, la phase de croissance. Et au bout de la croissance, on a l'apogée, puisque quand on croit, il faut atteindre la maturité. Donc, on a l'apogée, donc le plus haut niveau de civilisation. Et juste après l'apogée, qui est relativement court, on a la phase de déclin, qui est le flanc gauche de la pyramide. Donc, la phase de déclin, c'est là qu'on décroît. C'est là que les connaissances se perdent. C'est là que les forces se perdent. C'est là que les premiers problèmes se font ressentir. C'est là que les sécessions se font voir. Donc, déjà, à l'époque pharaonique, on a en même temps traversé l'apogée et les premières étapes du déclin. Parce que déjà, à cette époque-là, il y avait déjà des velléités, en plus des velléités de sécession, il y avait déjà des velléités d'invasion. Jusqu'à la dynastie des Ramsès, où Ramsès III a infligé une défaite, a dû mettre en place un système militaire de protection du territoire. Et je dirais que depuis cette époque, c'était des velléités d'invasion. Donc l'ennemi était déjà à la porte de Kemet. Vous voyez? Et après ça, on a eu l'époque, on a dû subir l'invasion en moins 500 déjà. On a assisté aux premières invasions. Et après ça, on est passé à l'époque des grands empires, puisque l'Afrique était déjà morcelée. Voilà. Et l'Afrique était déjà morcelée, puisqu'il faut noter que après l'invasion, les 3 grandes régions, c'est-à-dire Pouj, Kount et Méroé, étaient envahies. Et donc, il y a eu un éclatement des territoires. Donc, ces résidus de ces territoires se sont transformés en grands empires. Voilà. Donc, à moins 400 jusqu'à 1500 de notre ère, on a assisté à, je dirais, à l'émergence des empires africains. Vous voyez, ça c'est l'avant-dernière marche de la pyramide. Et à de 642 à 1865, on a l'époque des royaumes. C'est en ce moment-là que nous avons traversé la traite négrière. Voilà, l'époque des royaumes. Et après, de 1870 à 1960, on a l'époque des colonies. On était déjà à l'époque de la colonisation. Et vous remarquerez que les royaumes se sont éclatés davantage. Et là, il y a une réadministration du territoire africain. Donc, après la conférence de Berlin, ils ont retracé les frontières de ces mêmes royaumes-là, qui a donné naissance à des colonies, à des enclos coloniaux. Maintenant, après la période de 1980 à 2000, nous avons l'époque des pays sponsorisés, c'est-à-dire c'est là qu'on nous déclare que nous sommes indépendants, nous sommes libres. Mais il y a des États qui ont pour partenaires des pays occidentaux, qui se font financer par des pays occidentaux. C'est ce que j'appelle les pays sponsorisés. Donc, c'est un peu la période de la néocolonisation. D'accord? Jusqu'à après 2000, nous avons pu observer des changements que je vais baptiser l'époque des pays en coalition. C'est-à-dire les pays colonisés vont se mettre en alliance avec leurs maîtres colons. Voilà, pour créer une certaine forme de jeu d'alliance vis-à-vis des enjeux géostratégiques dans le monde, la lutte contre le terrorisme et consorts. Donc, cette pyramide-là nous illustre parfaitement l'évolution du temps, mais aussi avec l'évolution des consciences, surtout sur le territoire africain, qui a un impact sur l'évolution sociale, l'évolution culturelle, l'évolution politique et consorts. Donc, c'était juste, voilà, cette illustration avait pour fonction de présenter les choses de façon claire en ce qui concerne les étapes du déclin
Et qu'est-ce qui pourrait expliquer véritablement, qu'est-ce qui expliquerait le déclin de l'Afrique? Donc en réalité, pour récapituler, le déclin de l'Afrique est dû à l'évolution du temps, tout simplement. Nous sommes dans des phases cycliques où, lorsque il y a de la croissance dans la civilisation atteint une certaine maturité, il faut que cette civilisation-là puisse se refaire, il faut qu'elle puisse s'adapter. Et pendant sa phase de déclin, si cette civilisation ne s'adapte pas, elle continue à décliner, elle continue à plonger dans l'abysse. Voilà ce qui nous arrive et voilà ce qui est arrivé à l'Afrique. D'accord, poursuivons Frère Yao. Quel rôle a joué l'abandon progressif de nos spiritualités endogènes dans cette perte de souveraineté justement, après avoir planté le décor tel que tu l'as fait? L'abandon de nos spiritualités endogènes n'est que l'effet de notre perte de souveraineté. Je reprends. L'abandon de nos spiritualités endogènes n'est que l'effet de notre perte de souveraineté. Tout à l'heure, j'ai mentionné que le temps même était défavorable même à la force de notre civilisation. Notre civilisation avait commencé à affaiblir. Et quand un corps faiblit, il y a des symptômes apparents. Et l'abandon de la spiritualité n'était qu'un symptôme. Donc, lorsqu'un individu perd la confiance en soi, il perd tout son potentiel et ses capacités. Or, les moments de confiance et de doute sont cycliques. Hein, vous, en tant qu'être humain, vous avez sans doute expérimenté dans votre vie qu'il y a eu des moments où vous avez accès à tout votre potentiel. Exactement. Et il y a des moments où vous perdez votre potentiel. Il y a un moment où c'est la croissance et il y a un moment où c'est le déclin. C'est la loi du temps. Et il y a un moment où vous avez été jeune, où il y a des individus qui sont jeunes avec toute leur force physique, avec tout leur potentiel de réflexion, tout ça, toute leur conscience. Et à un moment donné où on vieillit, on perd sa force physique, même si peut-être la sagesse se renforce, mais ce n'est pas évident. Vous voyez, c'est la loi du temps, c'est comme ça. Ainsi va la vie. Et comme conséquence, l'abandon de notre spiritualité endogène a brisé la chaîne de transmission des connaissances scientifiques. Ça, c'est son rôle. C'est son rôle. L'abandon de nos spiritualités endogènes a brisé la chaîne de transmission des connaissances scientifiques d'une génération à une autre. Voilà, c'est ce que cet abandon-là nous a coûté. Mais est-ce que cet abandon-là était évitable? Est-ce qu'elle était, bon, je dirais, inévitable? Je dirais qu'elle, c'est pas évident qu'elle serait inévitable, c'est pas évident parce que si je prends par exemple le cas de ce qu'a connu la Chine, lorsque la Chine a connu son moment de faiblesse civilisationnelle, parce que tous les peuples en connaissent, hein, parce qu'elle aussi elle a été colonisée, même si ce n'est pas à la même fréquence ou au même niveau que l'Afrique, mais elle a connu également des moments de faiblesse. Oui, même si comparaison n'est pas raison, je me permets de prendre l'exemple de la Chine. Pourquoi? Parce que la Chine a su s'adapter à son déclin. Qu'est-ce que la Chine a fait? La Chine a fermé ses frontières, malgré qu'elle ait subi à maintes reprises des tentatives d'invasion de la part du Japon. Le Japon a essayé plusieurs fois de coloniser la Chine, mais ils n'ont pas réussi puisque la Chine s'est mise en autarcie. La Chine a même été obligée de construire des frontières par la Grande Muraille. Ils ont construit des grands murs pour ne pas que l'ennemi rentre. Est-ce que c'est ce à quoi nous avons failli peut-être? Est-ce qu'au moment où nous devrons rentrer en autarcie, est-ce que nous avons pensé, est-ce que notre politique en ce moment-là consistait à non seulement si cela consistait à repousser l'ennemi, mais à rentrer en autarcie plutôt qu'à aller à la conquête de d'autres territoires ou à aller en immigration. Parce qu'il y a eu une vague d'émigration. Beaucoup d'Africains sont sortis de leur terre pour aller dans d'autres contrées. Exactement. Ils ont fui leur terre au premier moment de secousse. Beaucoup d'Africains ont fui leur terre. Et dans le même temps, il y avait le problème de métissage. Il y a eu des infiltrations. Ces derniers, on a laissé notre société vraiment dans un laxisme
de métissage qui a fait que même dans le comité de gouvernance, d'autorité du pharaon, il y avait des étrangers qui avaient accès, hein, je dirais, à certains postes et qui se mariaient avec certains peuples, certaines populations autochtones sur le territoire, ce qui a créé le métissage. Et lorsque vous arrivez au stade de métissage, il est difficile de contrer l'usurpation. C'est-à-dire des individus qui, en réalité, de par le lien de sang, ne méritent pas l'accès à certaines gouvernances, mais qui ont accès parce que c'est le fils de tel, c'est le fils de tel, à cause du métissage, au fait. Est-ce que c'est ce qui aurait peut-être permis cette difficulté à fermer notre frontière? Voilà. Bon, et puis, bon, il y a aussi... parce que la division entre les peuples africains est souvent justement citée comme un facteur de faiblesse. Selon toi, est-ce une cause ou alors une conséquence de notre chute? La division entre les peuples. Oui, la question ressemble à la précédente, dans la mesure où on peut inscrire ici la division des peuples africains comme un effet, c'est un symptôme. La chute de la civilisation africaine est du fait de l'évolution du cycle du temps. La division des Africains n'est qu'un symptôme apparent de ce malaise périodique. C'est un malaise périodique, personne ne peut y échapper. Maintenant, quand tu sais qu'il y a un malaise qui approche, qu'est-ce que tu fais? Quand tu sens qu'il y a la maladie qui est à ta porte, mais tu t'isoles pour te soigner. C'est ce qu'il fallait faire. L'Afrique ne s'est pas isolée. L'Afrique est restée ouverte. C'est notre hospitalité qui nous a fait payer cash. Donc, c'est d'ailleurs ce que disait, je dirais, pour justifier un peu que nous étions vraiment dans la force du cycle du temps. Il y a un ancien prêtre d'Amon, à la période de Cambyse II, vers moins 525, qui disait, je cite, « Les Noirs vont connaître une chute. La plus grande chute de leur histoire, cette chute va durer 2500 ans. Et même les Noirs vont haïr les Noirs, mais après ils reprendront la pensée kémite et ils deviendront plus forts. » Et c'est Baken Konsu, un ancien prêtre égyptien, qui l'a dit. Voilà, vous pouvez retrouver ce passage-là dans Parenté génétique de l'égyptien pharaonique et des langues négro-égyptiennes, dont l'auteur est Cheikh Anta Diop. Donc, vous voyez, ça veut dire que les gens savaient qu'on avait affaire à un cycle. Ils savaient que notre spiritualité allait faiblir, puisque derrière la spiritualité, il y a des forces divines. Il y a je dirais, il y a des égrégores que nous avons aussi créés qui nous protégeaient. Et quand il y a un changement cyclique, ces égrégores-là faiblissent. Les divinités reculent. Et c'est comme un peu l'escargot qui est un peu hors de sa coquille. Et quand c'est comme ça, quand vous êtes conscient de cela, vous vous trouvez une gîte. C'est-à-dire vous vous trouvez un endroit où vous vous cachez un instant, vous faites un repli stratégique, hein, vous vous reforgez, vous revenez. C'est comme ça qu'il fallait faire. Et l'exemple de la Chine illustre parfaitement cette efficacité. La Chine est restée près de 2000 ans à ne pas pratiquer la route de la soie parce que c'était un commerce qu'ils faisaient, mais quand ils ont faibli, ils ont reculé. Pendant ces 2000 ans, ils sont restés chez eux à se refaire, à refaire le progrès scientifique. C'est quand ils ont atteint maintenant le niveau de compétition à l'étranger qu'ils ont commencé à sortir de chez eux. Vous voyez, ça, c'est de notre époque, hein, tout le monde le voit aujourd'hui. Ça a payé, ça a bien payé. Voilà, l'Afrique pouvait en faire autant, mais il n'est pas tard. Je veux dire que le déclin de l'Afrique n'est pas dû à tout ce qu'on cite, comme la division des Africains, le fait que les Africains laissent. C'est vrai que ça, ce sont des symptômes apparents et qui laissent penser que c'est à l'origine de toute cette catastrophe. Mais en réalité, il y a un phénomène qu'il ne faut pas ignorer, qui est le cycle du temps. C'est-à-dire quoi? Si les Africains prennent conscience que la loi du temps existe et qu'ils savent à quel moment de leur évolution ils sont, ils prendront, je dirais, les mesures les plus appropriées pour rebondir. Mais tant qu'on ignore ce qui nous a fait tomber, on est voué à répéter les mêmes erreurs du passé. Voilà, c'est ce que je voulais... D'accord, frère Boni, tu es en train de dire que la chute des
de l'Afrique, justement, émane d'un fait naturel et par conséquent, on n'accuserait plus à la fois la colonisation, l'esclavage et tout ce qui, selon l'histoire, nous a poussé à être au plus bas l'échelle de l'humanité. Alors, selon toi, quel a été l'impact exact de l'arrivée des religions exogènes, notamment christianisme, islam, dans le processus de désarmement mental et culturel des Africains? D'accord. Avant d'en venir à la question, c'est de situer les choses dans leur contexte afin que l'on puisse bien comprendre l'argumentaire que je suis en train de développer. D'accord. Accuser la colonisation, accuser les religions, combattre ce qui a, je dirais, a permis la propagation, sinon la pérennisation dans l'état actuel, dans l'état, je dirais, de déclinaison dans laquelle nous nous trouvons. Il est important de combattre tout ce qui nous a fait tomber. Mais il ne faut pas oublier les vrais facteurs, c'est ce que je dis. Hein, si je me permets de prendre, je dirais, la rhétorique de celui qui veut combattre le paludisme. Vous voyez, il y a plusieurs façons de combattre le paludisme. Quand on constate qu'il y a le paludisme dans notre maison, soit vous achetez des médicaments que vous prenez tout de suite, vous allez en guérir. Mais il y a d'autres facteurs du palu. Il y a l'insalubrité, il y a l'eau stagnante qui coule autour de votre maison. Si cette eau-là n'est pas asséchée, il y aura toujours des moustiques qui vont entraîner ce palu-là. Donc, plutôt que d'avoir des solutions immédiates, il faut avoir des solutions pérennes et lointaines. Vous voyez, les vrais facteurs, il y a des facteurs immédiats. Ça, nous assumons ces facteurs-là. Nous savons que ces facteurs-là sont une menace pérenne pour l'harmonie en Afrique. Mais il y a des facteurs lointains qu'il ne faut pas ignorer. Or, la plupart de ceux qui sont dans le militantisme, dans le panafricanisme, même dans certains courants qui défendent la Renaissance, ont tendance à oublier qu'il y a la loi du temps. Il y a la loi du temps. Et c'est important d'en tenir compte. Parce que si vous vous situez, si vous vous posez des actions à des moments qui ne sont pas favorables, ces actions seront vaines. Ça me rappelle un peu lorsque je regardais le film de Lumumba, quand il disait avant sa mort, « Ah, je suis né 40 ans plus tôt ». Cette expression, que signifie cette expression? Quand quelqu'un dit qu'il est né, quelqu'un de combatif, quelqu'un de résistant dit qu'il est né 40 ans plus tôt, ça veut dire que il reconnaît qu'il ne mène pas son combat au bon moment. Et quand vous ne menez pas votre combat au bon moment, c'est gratuit. C'est fortuit parce que c'est comme si vous prêchiez dans le désert. Et Lumumba, la force de Lumumba, c'est maintenant qu'on en a besoin. C'est aujourd'hui. Et c'était pas en 1960. C'est aujourd'hui qu'on en a besoin, la force de Lumumba. Puisque dans les années 60, la bête était encore présente. La bête était conquérante. La bête était forte. Il fallait utiliser peut-être d'autres moyens, autres que l'affrontement, je dirais, direct. C'est aujourd'hui qu'il faut utiliser l'affrontement direct parce que aujourd'hui, l'ennemi est affaibli. Aujourd'hui, l'ennemi est à genoux. Donc, c'est le moment de porter le coup de grâce. Vous voyez un peu? Donc, faire les choses au bon moment est efficace, est très efficace. C'est ce que je voulais préciser. Maintenant, pour répondre à la question de savoir si le processus du désarmement... Tu parles du facteur temps. Alors, est-ce une coïncidence malheureuse pour nous d'avoir donc vu l'arrivée de ces religions exogènes qui ont contribué au processus de désarmement mental et culturel des Africains? L'arrivée des religions indiquait, selon ma perception, c'est un simple indicateur. L'arrivée des religions indiquait que nous avions touché le fond. Lorsqu'un peuple réunit ses propres croyances pour d'autres, c'est qu'il s'est éloigné de sa source cosmique, sa source de connexion cosmique. C'est un peu comme un appareil qui est débranché, qui n'a aucune alimentation. Quelle que soit la performance de cet appareil, vous ne saurez pas.
que cet appareil est vraiment performant, puisque l'appareil est débranché. Donc, il y a une déconnexion cosmique. Donc, nous sommes déconnectés de notre source ancestrale. Les religions jouent un rôle de bactéries et de microbes qui, pendant le règne de la maladie, se propagent. Donc, tant que la maladie persiste, les bactéries se fortifient et se propagent. Donc, ces religions empêchent et bloquent l'évolution mentale des Africains, certes, et les maintiennent dans une forme d'illusion. Mais je vais dire que lorsqu'un esprit est voué aux sciences rationnelles et que cet esprit-là devient dogmatique, il sombre dans l'incompétence et dans la médiocrité. Et cet individu-là devient ennemi des lois cosmiques. Donc, la religion n'a fait que détourner l'individu. Vous voyez? Mais la religion n'est pas une force pour nous maintenir, pour nous rendre incapables de réagir. Non. Nous pouvons sortir des religions. Nous pouvons arrêter de pratiquer ces religions. Mais ça doit être une force intérieure, ça doit être une force de conviction. L'Africain doit être convaincu qu'il a appartenu à une civilisation forte. Il faut faire comprendre, c'est plus un travail psychologique au fait. C'est pas un travail physique, c'est un travail psychologique. Donc, c'est vrai que la religion impacte négativement les Africains, mais je vais dire que c'est facile de sortir de la religion. Donc, son impact n'est pas si ardu. C'est pas un impact physique, c'est un impact psychologique. Je ne dis pas que le travail psychologique serait facile. C'est pas ce que je dis. Mais je dis que la religion ici n'est pas le seul facteur. Et on aura l'occasion d'en parler. Je dirais ici, il y a une question suivante en ce qui concerne le système colonial du Code noir, de l'assimilation. Tout ça, on joue aussi un rôle. Vous voyez un peu. Donc la religion n'est pas le seul facteur. Avant d'y arriver, frère Yao, tu es en train de dire qu'avant même l'arrivée de ces religions, le déclin de l'Afrique était déjà visible et inévitable. Et donc ces religions sont simplement venues donner le coup de massue, c'est ça? Bien sûr, mais parce que les Africains se présentaient comme une coquille vide. Les Africains étaient déjà une coquille vide. Quand il y a une coquille vide, parce que la nature aurait du vide, quand il y a une coquille vide, mais n'importe quel insecte peut venir s'y loger. C'est de ça qu'il était question. Les Africains étaient déjà vidés de leur substance. Vous rappelez un peu de ce qui est arrivé, je crois bien au temps de... baptisé au nom de... oui, Amenophis. Ouais, je corrige Amenophis. Voilà, Amenophis IV. Qui a pris l'initiative de transformer le culte d'Amon en culte d'Aton. Et qui l'a influencé? C'est lui-même qui a pris la décision de le faire. Il a chassé tout le clergé d'Amon, qui était le clergé qui influençait les décisions du pharaon. Il s'est séparé de ses conseillers, il s'est constitué un nouveau clergé, il a créé une nouvelle ville à Kétaton, où il allait faire ses cultes. Donc, il a effacé un ancien égrégore d'Amon qui a protégé ses ancêtres. C'est lui qui a pris cette résolution-là. Peut-être qu'il a été influencé par sa femme, on ne sait pas. Peut-être qu'elle venait d'ailleurs, on ne le sait pas. Mais je lui dis que la décision lui est revenue à lui tout seul de prendre de basculer dans ce changement-là. Alors qu'il n'y avait pas en réalité une religion qui avait infiltré l'Égypte en ce moment-là. Donc, tu vois un peu. Donc, ce sont ces genres de choses qui montrent que quand le temps vient pour toi de tomber, eh bien, tu tombes. Et tu vas poser des actions maladroites pour que tu puisses tomber. D'accord. Alors, voilà. Frère Yao Boni, je propose que tu prennes un verre de Koutoukou. De l'autre côté, en Côte d'Ivoire, c'est comme ça qu'on appelle ça. Ici, je vais prendre un verre de palme. On va se retrouver juste dans quelques secondes pour essayer de voir comment l'école coloniale a contribué justement à la chute de notre continent. Donc on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Ils sont venus de loin, des terres du monde entier, pour renouer avec les racines, pour revivre l'Afrique,
non comme un souvenir, mais comme une force intemporelle. Après le succès retentissant de la première édition, Kemet Reconnexion revient pour une nouvelle immersion au cœur des savoirs et des mystères africains. Du 27 juillet au 11 août 2025, À Yaoundé au Cameroun, rejoignez la deuxième édition de Kemet Reconnexion. Un voyage exceptionnel où chaque jour révèle un héritage sacré, chaque échange nourrit la conscience, chaque geste réveille l'âme. Des maîtres spirituels, des prêtres initiés, des guérisseurs, des chercheurs de vérité, ils seront là pour vous guider, vous enseigner et vous reconnecter à l'essence de la tradition africaine. Plongez dans les initiations ancestrales, vibrez au rythme des tambours et découvrez la spiritualité africaine comme jamais auparavant. Vous êtes sur les antennes de Kemet Télévision et sur votre émission Sagesse Kamit qui a pris son envol depuis près d'une heure. Et je reçois ce matin le frère Yao Boni à Abidjan du côté de la Côte d'Ivoire. Et la thématique que j'aborde avec lui depuis ce matin justement est intitulée « Comment l'Afrique est-elle tombée ?» Alors, frère Yao, nous poursuivons notre entretien avant la transition. J'étais justement en train de dire que lorsque nous allons revenir, nous allons parler de comment est-ce que l'école coloniale a-t-elle contribué à la chute de l'Afrique et comment fonctionne-t-elle encore aujourd'hui comme outil de soumission mentale, l'école coloniale? Alors, si l'on doit attribuer à l'école coloniale sa place dans la chute des consciences en Afrique, on lui donnera la place, je dirais, de celle qui donne le programme qui pérennise plutôt le maintien du mental africain à son plus bas niveau. Voilà. Donc l'école, dans sa définition, est censée permettre la transmission d'informations cosmiques à un individu, pour que cet individu-là puisse découvrir toutes ses aptitudes et ses capacités, afin de pouvoir s'intégrer de façon consciente dans son environnement. Et tout en s'intégrant de façon consciente dans son environnement, l'individu avec toutes ses capacités découvre son savoir-être et son savoir-faire, ce qui lui permet un métier, ce qui lui permet de pouvoir créer, ce qui lui permet de pouvoir, je dirais, inventer, ce qui lui permet de pouvoir matérialiser certaines idées, certaines intentions, et par la suite, la matérialisation de ces idées, de ces intentions, de ces projets peuvent lui permettre de créer des produits qui vont l'impliquer dans un réseau de commerce, qui vont l'impliquer dans un réseau de proposition de vente de services et consorts. Donc, pour vous dire que l'école, en plus de porter à maturité la conscience d'un individu, lui permet de pouvoir se prendre en charge, de pouvoir participer à la création. C'est ça l'école en fait. C'est pourquoi si vous regardez, tant bien même qu'elle soit résiduelle, notre civilisation traditionnelle, dans notre juste coutume, dans les villages, si vous allez, vous verrez que il y a des familles organisées en castes. Et chaque caste est dédié à une vocation. Vous avez les castes des forgerons, vous avez les castes des charpentiers, des menuisiers, vous avez les castes des artisans et consorts, des castes des architectes et consorts. Donc, toutes ces choses-là, où est-ce qu'elles ont été apprises? Mais dans des classes initiatiques. Ces classes initiatiques avaient pour vocation de donner à l'individu des connaissances calquées sur le fonctionnement des choses cosmiques. Donc, on leur donnait la connaissance métaphysique. On leur donnait la connaissance métaphysique, la connaissance fondamentale. Vous voyez? Donc, si l'école devait permettre à l'Africain de pouvoir retrouver toutes ses capacités intellectuelles, cognitives et culturelles, c'est cette école traditionnelle et non l'école occidentale. Parce qu'en réalité, l'école occidentale nous montre des connaissances qui ne nous permettent pas de pratiquer.
nous passons tout notre temps à écouter l'histoire glorieuse de ceux qui nous ont asservis. Nous passons notre temps à copier l'histoire glorieuse et la technologie, les récits glorieux des technologies de ceux qui nous ont asservis. Nous passons notre temps à apprendre le côté, je dirais, théorique des sciences de gestion des autres. Vous voyez? Donc, au final, on passe du temps à l'école, mais on ne pratique rien, rien du tout. Ce qui fait que celui qui fait 20 ans dans le système éducatif occidental et celui qui fait 20 ans à apprendre un métier pratique a plus de chances de s'en sortir que celui qui a fait 20 ans dans le système éducatif occidental. Parce que le métier pratique, c'est quoi? Chaque matin, si je m'élève à aller apprendre la maçonnerie, je finirai par connaître la maçonnerie. C'est pratique, je dirais, c'est concret, c'est du concret. Même si je n'ai pas fait les bancs et que j'apprends à monter des briques, au bout de 5 ans, je pourrais maîtriser cela. Alors que si j'apprends comment monter des briques dans une salle de classe, ce n'est pas évident. Donc, ce à quoi nous a mis le système scolaire occidental, c'est de nous prendre du temps sans pour autant apprendre. Voilà un peu ce que nous dessert le système occidental. Et quand vous avez un individu qui a passé toute sa vie à apprendre de façon théorique sans pour autant pratiquer, vous voulez que cet individu-là occupe quelle place dans la société? Si ce n'est la place d'un chômeur, si ce n'est la place d'un suiviste, si ce n'est la place d'un exécutant. Parce que c'est ça. Le système, l'administration coloniale avait pour but de mettre en place des cerveaux d'exécutants. Parce qu'ils avaient besoin d'ouvriers pour exécuter. Ils n'avaient pas besoin de gens pour réfléchir. C'est pourquoi vous avez des gens qui se retrouvent avec des diplômes, des bacs plus X, mais qui n'arrivent pas à réfléchir. Ils n'arrivent pas à créer. Ils n'arrivent pas à imaginer. Ils ne peuvent que copier que ce qui existe déjà. Parce que cette faculté de réfléchir, cette faculté d'imaginer, de créer, on ne leur a pas appris ça. Et ce n'est pas à l'école occidentale qu'on apprend ça. Vous voyez un peu? Donc, c'est le mal que nous donne ce système scolaire. Je prends le cas d'un enfant. Vous voyez, un enfant à bas âge, regardez le comportement d'un enfant de 0 à 5 ans. Vous allez voir que dès sa première année, déjà, l'enfant touche à tout. Ça, c'est l'instinct de l'être humain. Un enfant qui touche à tout, c'est un enfant qui veut découvrir ce qui l'entoure. Ça, c'est normal. Un enfant qui veut découvrir ce qui l'entoure, c'est déjà l'appétit de la connaissance. Il veut aller à la connaissance. Un enfant va toucher les tables, il va toucher les chaises, il va toucher tous les objets qu'il trouve par terre, il va essayer de le mettre dans la bouche pour savoir ce que cela fait. Il veut déjà avoir une expérience de la vie. Donc, ayant observé l'instinct de l'être humain de cette façon, la société s'est organisée de sorte à organiser un programme, à mettre en place un programme de transmission de ces informations au fil des âges, qui fait que, en fonction de l'évolution mentale de l'individu, il faut lui donner des informations qui vont lui permettre de pouvoir s'intégrer progressivement dans la société. C'est ça le rôle de l'école. Et ces programmes-là consistent à faire découvrir à l'enfant la faune, c'est-à-dire les animaux, la flore, c'est-à-dire les plantes, la végétation, hein, le climat, c'est-à-dire comment fonctionne le système solaire, comment fonctionne le système de la Lune, hein, l'astrologie, l'astronomie, comment fonctionnent les planètes autour de nous. C'est des choses qu'un être humain est en droit de recevoir. C'est des informations qu'il doit recevoir. Et cela s'enseigne de façon pratique. On n'a pas besoin de salle de classe pour apprendre le jardinage à l'enfant. Ah bon? On n'a pas besoin de salle de classe pour apprendre l'astrologie, puisque nous avons tout le ciel au-dessus de notre tête. Il suffit de lever la tête. On n'a pas besoin de salle de classe pour apprendre à l'enfant la vie des animaux. Les animaux nous entourent. Nous avons les animaux dans notre cour domestique. Nous avons les animaux au champ. Nous avons les animaux dans la nature. Il suffit d'aller à la rencontre de tous ces éléments-là.
Donc, en réalité, on n'a pas besoin de salle de classe. Donc, l'école que nous propose l'Occident est une illusion. C'est une illusion. On n'a pas besoin de tout ça pour apprendre. Donc, l'école initiatique, l'école des Africains, l'école dite traditionnelle, est la meilleure façon de faire apprendre aux enfants, est la meilleure façon de faire apprendre à l'individu, puisque cet apprentissage lui permet d'être en contact direct et de comprendre de par lui-même et en fonction de son niveau du mental, d'avoir des perceptions en fonction des informations qu'il aura reçues. Ça, c'est la meilleure des écoles, l'école de l'expérience, l'école de la vie. D'accord. Alors, selon toi, est-ce que si cette école traditionnelle-là était appliquée aujourd'hui encore au XXIe siècle dans ce contexte-ci, l'Africain et l'Afrique s'en sortiraient mieux qu'avec le système scolaire occidental que nous avons aujourd'hui? Puisque quand nous finissons l'école aujourd'hui, nous sommes bardés de diplômes. Certains se bombent de torse en disant qu'ils sont des docteurs, qu'ils sont des professeurs. D'autres en sont même des professeurs agrégés, notamment en langue française. Est-ce que cette école traditionnelle a été encore appliquée aujourd'hui, comme je l'ai dit, au XXIe siècle dans ce contexte, l'Afrique et l'Africain s'en sortiraient mieux? Ben, regardez, je vous mets aux statistiques. Regardez un peu. Depuis 1900, c'est-à-dire depuis l'avènement du Code noir, de la colonisation, ce système éducatif-là a produit quoi? Regardez les statistiques. Combien d'inventions, combien de créations les Africains font chaque année? Ils ne créent rien du tout. Regardez nos plus prestigieuses écoles d'ingénieurs ici, en Afrique. On peut les voir, c'est des écoles qui ont pignon sur rue. Ils produisent des ingénieurs, mais finalement, ces ingénieurs qui sont dits expérimentés, pétris de talent, qu'est-ce qu'ils produisent? Et quand ils arrivent à produire, où est-ce qu'ils vont travailler? C'est pour vous dire que ce ne sont que des individus qui maîtrisent la répétition, qui ne maîtrisent que ce qui a déjà été créé, mais ce n'est pas des individus qui peuvent apporter des innovations, qui peuvent inventer. Et les individus, je ne dis pas qu'il n'y a pas des individus qui inventent en Afrique, s'il y en a, mais généralement, c'est des individus qui n'ont pas fait l'école occidentale. On trouve des génies pétris de talent dans nos villages. Il y a des gens qui, sans être pour autant, sans avoir été des récipiendaires des grandes universités, ont réussi à faire des inventions, on en voit. Donc, c'est pour vous dire que l'école occidentale, c'est un peu, son rôle est de distraire notre génie créateur. Si je prends un peu cette illustration de dire que, par exemple, vous allez voir que lorsqu'un individu est dans sa voiture et arrive un moment donné, sa voiture tombe en panne, et au moment où il veut se pencher sur la panne de sa voiture pour la réparer, il y a un autre individu qui l'accoste avec sa voiture, qui lui dit « Oh, laisse tomber, inutile de réparer ta voiture, monte-moi dans ma voiture, moi je vais te déposer. » C'est vrai, il est serviable, il veut l'aider. Mais l'individu lui dit « Mais moi je ne peux pas laisser ma voiture ici, il faut faire de l'attelage. Donc il faut attacher ta voiture derrière ta voiture. Donc pendant que tu m'aides, au moins tu me permets de garer ma voiture en lieu sûr. » Donc l'individu monte dans sa voiture, et il lui fait découvrir la technologie de sa voiture. Il lui fait comprendre que sa voiture la technologie de sa voiture est plus avancée que la voiture de celui qui l'aide. Il vante sa voiture. Donc, l'individu étant assis dans la voiture aussi est émerveillé. C'est-à-dire, pendant le voyage, il oublie qu'il a sa voiture attachée à l'arrière. L'Africain a subi un lavage de cerveau dans l'école occidentale. Étant vidé de toutes ses capacités cognitives, tout ça, de sa culture, il a oublié que lui-même, il avait une civilisation à faire relancer, à reconstruire. Et il s'est trouvé que pour beaucoup d'Africains d'une certaine génération, qui n'ont jamais connu leur histoire, qui ne sont jamais aussi intéressés à leur histoire, ont trouvé confort dans ce mode de vie à l'occidental. Et pour eux, ils ne jugent que par ce mode de vie. Et donc pour eux,
l'école occidentale est la meilleure des choses qui puissent arriver à un Africain. Donc, aujourd'hui, tu ne vas pas à l'école occidentale, tu es traité d'illettré. Vous voyez un peu l'ampleur du dégât? Alors qu'il n'en est rien. L'école, c'est la connaissance endogène. D'abord, il faut savoir que selon l'endroit où vous vous situez, il y a des énergies, il y a des connaissances appropriées, selon l'endroit où vous vous situez. C'est pourquoi vous allez voir que la plupart des sciences dites conventionnelles, la plupart des sciences occidentales, souvent sont limitées en Afrique. Souvent, ça se voit dans certaines pratiques métaphysiques ou cultes. Vous allez voir qu'il y a certaines sciences comme la médecine occidentale qui ne trouvent pas de justificatif ou de raison ici. De sorte à ce que quand un individu souffre d'un certain mal, on dit « Ah, la science occidentale n'a pas pu trouver de quoi il souffre. » Mais bizarrement, quand il part chez un guérisseur, chez un tradipraticien, tout de suite, il est guéri. Vous voyez un peu ça pour vous dire que la science dite universelle que l'on enseigne dans les écoles occidentales est pure illusion. Et c'est de la fabulation. En fonction des territoires où nous nous trouvons, il existe une certaine réalité cosmique qui fait que il est important pour l'individu de s'accaparer cette connaissance locale-là. Et c'est cette connaissance locale-là qui va définir sa capacité à pouvoir s'adapter à son environnement local. Donc, il est important pour l'Africain de réveiller ses écoles et de réveiller ses connaissances. D'accord. Yao, je vais prendre 3 concepts et tu vas nous expliquer en quoi la manipulation de ces concepts a participé à faire chuter l'Afrique dans le piège de l'aliénation. Le premier concept est la civilisation, le deuxième, le développement et le troisième, le progrès. Peux-tu nous expliquer en quoi la manipulation de ces concepts a participé à faire chuter l'Afrique dans le piège de l'aliénation? M'attendons, frère, d'utiliser le mot manipulation parce que c'est vraiment de la manipulation. C'est généralement en face d'une vérité qu'il y a manipulation. Et la vérité, je vais l'illustrer au travers de l'illustration 2, image 2, illustration 2. Vous pouvez faire intervenir l'illustration 2. Voilà, dans cette illustration, vous avez un graphique qui permet de voir une pyramide à l'endroit et à l'envers. D'accord? Et tout à l'heure, j'ai donné la notion ici de la base jusqu'à la pointe de la pyramide. Et qu'est-ce que lorsque au bout de la pyramide à l'endroit, c'est-à-dire la pyramide du bas, on a une pyramide à l'envers, c'est-à-dire quoi? C'est le mécanisme ici cosmique de l'évolution des consciences. Lorsqu'un peuple grandit en conscience, ce peuple a atteint le sommet de sa conscience. C'est ce qu'on appelle l'apogée civilisationnelle. Et nous, Africains, avons connu ça. Donc, à un moment donné de notre existence, nous avons connu le sommet de notre conscience. L'Africain était capable en ce moment-là d'inventer des choses qui dépassent l'entendement humain. Et c'est aujourd'hui, ces choses-là sont visibles et palpables par des vestiges comme la pyramide et les temples, qui sont toujours là. C'est visible. C'est pour vous dire qu'à un moment donné, on a atteint un niveau de connaissance inégalé dans le monde. Maintenant, après, quand on atteint le sommet, vient la phase de déclin. C'est là que commence la pyramide à l'envers. Donc, la pyramide à l'envers nous montre une pointe. On continue toujours dans la pointe de la pyramide. Et après, on va vers la base. C'est-à-dire, on va vers le point zéro. La base, c'est le point zéro. C'est-à-dire que progressivement, celui qui a toujours connu va commencer à perdre ses connaissances. Il va commencer par faiblir. Il va commencer par perdre sa technologie. Il va commencer par rentrer dans un état de nature qui est souvent caractérisé par l'état de personnes non civilisées ou de personnes sauvages. Vous savez ce qui arrive aux Africains? Les Africains, après avoir entamé le processus de déclin, ont commencé à émigrer. Ils ont commencé à fuir les terres. Puisque les terres, la désertification commençait à se faire sentir et les zones étaient plus propices à l'agriculture, tout ça. Et
les Africains ont trouvé le moyen de pouvoir s'exiler. Et on a assisté à une grande vague migratoire. Voilà. Donc, du coup, le vide étant laissé, il y a eu des invasions dans le même temps. Donc, beaucoup d'Africains qui ont été surpris par cette invasion ont dû retrouver refuge plus en profondeur dans l'Afrique subsaharienne, où il y avait encore des zones de couverture végétale très denses. Donc, des gens ayant fui, ayant laissé toutes leurs connaissances, ayant manqué de transmission d'informations, ne pouvaient que vivre dans un état en griffe, dans un état de retour à la nature, dans un état en griffe de sauvagerie. Et c'est ce qui est arrivé à beaucoup d'Africains. Mais ça ne veut pas dire que les Africains n'ont jamais connu la connaissance. Ça n'a rien à voir. C'est la même chose comme ce qui arrive à quelqu'un qui est à la tête d'une fortune. Il arrive dans notre expérience de vie de connaître des gens qui avaient toute une fortune et qui perdent tout du jour au lendemain. Mais si ce dernier perd tout du jour au lendemain, ça ne veut pas dire que ce dernier n'a jamais été fortuné. C'est ce qui arrive aux Africains. L'Afrique a subi le déclin. On a tout perdu. On a même perdu certaines connaissances. On a même manqué de faire des transmissions. Vous voyez? Et c'est là illustré par la pyramide à l'endroit et à l'envers. C'est pour vous dire que ces choses étaient connues par nos ancêtres, qu'il y allait avoir un cycle d'apogée, il y allait avoir un cycle de déclin. Et je vous invite à présenter l'illustration 4. L'illustration 4 et 5, les deux en même temps. D'accord. Illustration 4 et 5. À la régie, illustration 4 et 5. Voilà. Voilà. Dans l'illustration 4, vous avez ici la pyramide en verre du Louvre. Ça, c'est un musée à Paris. D'accord? Et dans l'illustration 5, l'illustration suivante, l'illustration 5, vous avez, ça c'est l'intérieur du musée. Vous voyez cette pyramide en verre qui est représentée au dehors, à son envers dans le musée. Et chose étrange, vous voyez que la pointe de la pyramide à l'envers pointe sur une autre plus petite pyramide à l'endroit. Vous voyez un peu? C'est des notions qui sont connues. C'est pour vous dire que toutes les civilisations connaissent la loi du temps. Ils savent qu'il vient un temps où on croît, on va vers le sommet de la pyramide. Il y a un autre temps où on décroît, on va vers la base de la pyramide. Donc ces gens qui ont construit ça savent de quoi ils parlent. Ils savent ce qu'ils font. Et en Afrique notamment, en Afrique également, il y avait cette connaissance-là. Les gens connaissaient le cycle. Dans l'illustration 6, vous pouvez présenter l'illustration 6 et 7. 6 et 7. 6 et 7. Donc, ici, les pyramides, par exemple, la présence des pyramides en Afrique ne laisse pas simplement penser à un mausolée pour des tombes. C'est une représentation des lois cycliques du temps. C'est une représentation, j'insiste. Mes affirmations doivent être considérées comme des hypothèses pour les scientifiques et les archéologues. Mais je les encourage à pousser leurs recherches parce que... Voilà. Donc ici, dans cette illustration, vous voyez ici, c'est un motif de Bogolan. Même dans le motif de Bogolan, nous avons la pyramide à l'endroit, la pyramide à l'envers. Donc désormais, lorsque vous portez vos pagnes de Kente ou de Bogolan, vous devez comprendre que c'est la représentation consciente ou inconsciente du cycle pyramidal du temps. Le temps qui croît et le temps qui décroît. Un peu comme le principe du sablier. C'est un principe qui existait dans la conscience de nos ancêtres. Et ils l'ont transmis de génération en génération pour ne pas que nous oublions à notre tour. Et les motifs de pagne sont le meilleur moyen pour nous les rappeler. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Et vous pouvez trouver ces mêmes motifs dans le Kente, à l'illustration 6. Voilà, dans le Kente, ici, vous avez la pyramide à l'envers, la pyramide à l'endroit. Pour vous dire que c'est le cycle du temps. Tout le monde est assujetti
à la loi du temps. Mhm. Voilà. Donc, voilà, ce sont ces illustrations que je voulais vous partager pour revenir à la question, pour vous dire que la loi du temps définit beaucoup de choses et donne pour la notion de civilisation, ça vous dit que lorsqu'un peuple a été civilisé pendant un moment et qu'il perd sa civilisation, ça ne veut pas dire que ce peuple n'a jamais été civilisé. Donc, quand les gens disent que les Africains n'ont pas été civilisés, c'est tout faux. Et pour un Africain qui connaît son histoire, pour un Africain qui connaît la loi du temps, il sait que lorsque la voiture tombe en panne, il ne faut pas sauter dans la voiture du prochain bon samaritain. Il faut plutôt se pencher à réparer sa voiture, à se concentrer sur sa voiture parce que viendra le moment où sa voiture va redémarrer. Parce que la voiture de l'Africain a été performante, a été la plus performante au monde. Donc, vaut mieux la réparer que de sauter dans la voiture la moins performante, qui est la voiture occidentale. Je prends cette image pour mieux me faire comprendre. La civilisation occidentale n'a pas été meilleure que celle de l'Afrique. Donc, inutile de s'accrocher à cette civilisation parce que nous avons une civilisation plurimillénaire, très résistante. Je le dis, je le programme, elle était résistante parce qu'elle a fait partie des civilisations qui, malgré les attaques les plus violentes, a résisté au temps. Parce que si c'était l'échec, on ne parlerait plus d'Africains sur le continent noir. Si aujourd'hui on a des millions et des millions d'Africains, des centaines de millions d'Africains, des milliards même d'Africains sur le continent, c'est pour vous dire que quelque part, c'est vrai qu'on a décliné, mais on n'est pas mort. On a pu résister. Donc notre civilisation, ce que nous avons pu bâtir dans cette civilisation, a été vraiment forte et a pu résister. Donc la notion de civilisation ne tient pas ici. Et surtout cette notion de l'universalisme civilisationnel. Nous n'avons pas les mêmes civilisations que les autres. Cela ne veut pas dire que nous sommes différents. Je dirais nous sommes supérieurs et nous sommes inférieurs. Cela veut tout juste dire que nous avons à nous notre façon de voir le monde. Nous avons notre méthode à nous. Et cette méthode a impacté sur notre technologie, notre façon de faire, notre savoir-faire et notre savoir-être. Nous pouvons cohabiter avec les autres tout en respectant leur civilisation et tout en faisant respecter la nôtre. Mais dire que nous n'avons jamais été civilisés, c'est vraiment de la manipulation. Et je suis d'accord avec ce mot, c'est de la manipulation. De faire croire aux Africains qui n'ont jamais été civilisés. Le développement et le progrès sauraient être des modèles universels ou alors c'est chaque peuple qui définit son modèle de développement et de progrès. Est-ce que le développement pour l'Afrique a la même perception que le développement pour l'Asie ou alors le progrès pour l'Occident? Alors, la notion de développement, quand je m'en tiens à la définition conventionnelle, ça tient compte de certains critères, je pense, certains critères politiques, économiques et surtout technologiques. Généralement, c'est plus sur le critère technologique. On dit d'un pays développé lorsque, je dirais, ses inventions, ses créations technologiques qui tendent à améliorer les conditions de vie des populations, atteignent un niveau où leur vie est facilitée et tout devient plus aisé pour eux. Généralement, le développement est corroboré de création technologique. Vous voyez, lorsqu'un peuple arrive à concevoir dans son système de télécommunication des appareils qui lui permettent de communiquer au-delà de sa dimension, c'est-à-dire des satellites, lorsque un peuple est à mesure de construire des avions, des navires qui permettent de se déplacer d'un bout à l'autre dans le monde, on dit que ce pays-là est développé. C'est ce qu'on dit généralement. Mais moi, je dis que la notion de développement ici, elle est cosmique. Parce que c'est un peu comme on dirait à un être humain, il faut faire la promotion de la croissance du corps. Est-ce qu'on a besoin de faire la promotion de la croissance du corps quand on sait que quand un individu naît, il va grandir? Quand tu nais, tu vas grandir. Ça, c'est indéniable. À moins que tu sois né. Même le nez,
il grossit, il se développe. C'est pour vous dire que la notion de développement, on n'a pas à faire la promotion du développement et on n'a pas à inviter les gens à faire le développement puisqu'on se développe. On se développe de façon systématique. C'est pourquoi, si vous remarquez bien, dans l'asservissement de l'Afrique et la colonisation de l'Afrique, le rôle majeur de ce mécanisme qui a été mis en place par le colon ou l'envahisseur, c'est de distraire l'Africain et de le maintenir. Puisque sans ça, sans ce mécanisme, les pays africains d'eux-mêmes auront accès à ce développement-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre, parce Exactement. que le développement est quelque chose de systématique. Un individu, tant qu'il se nourrit, même s'il ne se nourrit pas, il grandit. Il grandit. Il grandit, tu vas grandir, parce que c'est irréversible. C'est la loi du temps. Sur le plan physiologique, il y a une évolution. Voilà, dans toute chose physiologique, il y a une évolution. C'est comme ça. Donc, de dire que toi, tu es développé, tu n'es pas développé, c'est une illusion, en fait. Ils veulent vous mettre dans une illusion de faire croire qu'il faut adopter une certaine posture pour être développé, alors qu'on se développe tout seul. C'est un peu comme la notion, peut-être que tu n'as pas abordé ici, mais que je vais quand même souligner. C'est un peu comme la notion de transfert de technologie. On ne transfère pas la technologie à quelqu'un. Les peuples découvrent leur propre technologie endogène en fonction de leur réalité cosmique. Et cela s'apprend selon je dirais l'évolution, selon la loi du temps. Voilà. Donc, aujourd'hui, quand vous voyez les pratiques ancestrales concernant la momification, par exemple, qui est venu nous apprendre la momification? Personne. On a toujours pratiqué la momification depuis l'Égypte antique. Et même si notre civilisation est rentrée en désuétude, on a gardé cette connaissance-là. Dans la médecine traditionnelle, c'est la même chose. Il y a certaines maladies aujourd'hui, jusqu'en Occident, qu'on ne peut pas guérir. Mais en Afrique, ici, on peut guérir. On tient ça d'où? C'est des connaissances anciennes. C'est pour vous dire que le développement, même s'il a disparu de la surface de Kemet, il a été résiduel. On garde quand même pour nous rappeler qu'il y a quelque chose qui est resté. Voilà. Et qu'on passe juste un cycle, que les choses vont rebondir. C'est tout. Donc la notion de développement... L'adage selon lequel, lorsque la route passe, le développement suit. Donc le développement ici ne doit pas être perçu comme quelque chose de palpable, c'est-à-dire voir des immeubles et autres monter, mais plutôt le développement doit être perçu davantage, comme tu le disais tantôt, c'est quelque chose d'intrinsèque, n'est-ce pas, à l'Africain, suivant sa cosmogonie. C'est vrai que généralement, quand on définit le développement, on parle de développement matériel. Ce n'est pas que ça. Il y a le développement de la conscience. D'un peuple à son état de nature jusqu'à un peuple qui a atteint un niveau où il veut côtoyer le divin, c'est un développement. Vous voyez, quand vous prenez les peuples dits des peuples que l'on traite de peuples primitifs, des peuples qui vivent dans la forêt dense, qui pratiquent leur rite et leurs coutumes. On traite ces peuples-là de peuples primitifs. Pourquoi primitifs? Le mot a été bien choisi. Pourquoi? Parce que ils sont dans le primaire, c'est-à-dire ils sont dans l'instinct. Ils sont dans l'instinct, c'est-à-dire pour eux, la vie, c'est se nourrir, se loger et se reproduire. Ça, c'est l'instinct primaire de tout être. Que ce soit les animaux, les plantes, nous avons tous ces instincts-là. Même les êtres humains ont ces instincts-là. Ça, c'est l'instinct primaire. C'est pourquoi on les appelle peuples primitifs. Ils ne se contentent que de ça. Ça, c'est leur vie. À eux, c'est leur façon de concevoir la vie. Et ils se plaisent là-dedans. Et voilà, on ne doit pas leur reprocher cela. Maintenant, après, il y a des peuples qui ont décidé de sortir du primitif, c'est-à-dire au-delà de l'instinct grégaire. Ils ont décidé de se projeter vers le monde extérieur, c'est-à-dire créer un monde artificiel dans lequel ils vont s'intégrer
et ils vont créer d'autres perceptions et ainsi de suite. C'est ce que généralement les gens appellent le développement. D'accord. Si ce peuple-là décide désormais de ne plus vouloir parcourir des distances à kilomètres à pied, ce peuple-là décide de se construire des routes, de se construire des automobiles, c'est du fait de la technologie, c'est du fait de ses connaissances. C'est ce qu'ils appellent développement. Frère Yao. D'accord, je préfère qu'on prenne une dernière pause pour ne plus t'interrompre. Comme ça, on viendra justement derrière clôturer avec cette thématique. Comment l'Afrique est-elle tombée? Donc, on prend une dernière pause et puis on se retrouve pour clôturer cette émission avec les 3 dernières questions justement. Ils sont venus de loin, des terres du monde entier, pour renouer avec les racines, pour revivre l'Afrique, non comme un souvenir, mais comme une force intemporelle. Après le succès retentissant de la première édition, Kemet Reconnexion revient pour une nouvelle immersion au cœur des savoirs et des mystères africains. Du 27 juillet au 11 août 2025, à Yaoundé au Cameroun, rejoignez la 2e édition de Kemet Reconnexion. Un voyage exceptionnel où chaque jour révèle un héritage sacré, chaque échange nourrit la conscience, chaque geste réveille l'âme. Des maîtres spirituels, des prêtres initiés, des guérisseurs, des chercheurs de vérité, ils seront là pour vous guider, vous enseigner et vous reconnecter à l'essence de la tradition africaine. Plongez dans les initiations ancestrales, vibrez au rythme des tambours et découvrez la spiritualité africaine comme jamais auparavant. Kemet Reconnexion, parce qu'il est temps de réécrire notre histoire et de faire rayonner l'âme africaine. Du 27 juillet au 11 août 2025, à Yaoundé au Cameroun, inscrivez-vous dès maintenant pour vivre l'expérience qui changera votre vie. Infoline. Kemet Reconnexion, là où les racines du passé nourrissent l'avenir. Retour sur le plateau de Kemet Télévision pour la dernière dorsale de cette émission. Je suis en compagnie du frère Yao Boniche depuis Abidjan en Côte d'Ivoire, le fondateur de l'école spirituelle Anansi. Avec lui, depuis plus d'1 heure, nous abordons la thématique « Comment l'Afrique est-elle tombée ?» Alors, frère Yao, nous poursuivons justement avec cet échange et presque l'avant-dernière question, je le dirais ainsi. Selon toi, le rôle des élites africaines est souvent également pointé du doigt. Ont-elles trahi ou ont-elles été piégées dans un système qui les dépasse, par exemple? Alors, parlant des élites, je distingue 2 catégories d'élites. L'élite africaine éveillée et l'élite africaine aliénée. Et parmi l'élite africaine aliénée, il y a 3 catégories. Il y a les aliénés qui sont des poltrons, les aliénés qui sont des poltrons, qui ont peur de dénoncer le système, mais qui savent très bien ce qui se passe. Il y a des aliénés traîtres qui savent le système, mais qui ont décidé de collaborer avec le système. Et il y a des aliénés ignorants. Et ils ne savent pas ce qui se passe. Et voilà, et ils préfèrent évoluer tête baissée. Pour mieux me faire comprendre, je vais vous raconter une anecdote qui explique un peu l'état d'aliénation de ces 3 types d'Africains aliénés. Vous voyez, je prends le cas d'une famille qui vivait paisiblement dans un quartier, qui vivait dans l'abondance, dans l'harmonie. Et un jour, on reçut la visite de bandits. Voilà, de bandits qui sont venus qui sont rentrés dans la maison, qui ont violé la bonne femme devant son mari et qui, avant de quitter la maison, ont abattu le mari, ont abattu la femme, ont emporté tout ce qu'il y avait de la maison. Et au vu et au su des enfants, sous le regard des enfants. Ces enfants-là, il y en avait 3. Il y avait 3 enfants. Il y avait le plus âgé, qui était vraiment conscient, il était adolescent.
Et il y avait le moins âgé qui avait en tout peut-être 10 ans, mais qui a quand même vu les atrocités qu'ont subi ses parents. Et il y avait le dernier, le dernier qui avait à peine 2 ans, lui qui était encore bébé, donc il ne savait pas ce qui se passait. Et après ce qui est arrivé à leurs parents, les enfants ont été placés en foyer d'accueil et ont grandi, tout ça, ont atteint l'âge de la maturité. Et après, le plus grand décide de revenir chez lui à la maison, là où ont été exécutés ses parents, et il trouve les bandits qui sont là, qui squattent la maison. Donc voilà, il décide de faire ami avec les bandits, tout juste pour profiter de l'hospitalité de la maison, tout ça. Il sait que ces derniers ont tué ses parents, mais il décide d'habiter avec eux. Et l'autre qui avait 10 ans, le deuxième, lui, il s'est dit, bon, pour ne pas avoir de problème dans la vie, vu qu'il n'y a pas de moyens, il est orphelin de père et de mère, pour bénéficier quand même de la protection des bandits, il va rejoindre son frère. Voilà, il va rejoindre son frère. Bon, lui, il ne veut pas de problème. Il va quand même rejoindre son frère. Il sait ce qui s'est passé, il sait que c'est grave, il sait qu'ils sont dangereux, mais il va quand même vivre dans ce déni-là. Et le troisième, le plus jeune, le tout dernier, bon, lui, il ne sait même pas l'histoire. Bon, on lui raconte l'histoire, bon, il ne réalise pas la gravité des faits. Bon, lui, bon, il ne vit pas le même traumatisme que ses frères. Bon, il décide d'aller quand même les rejoindre et puis faire sa vie. Donc, vous avez 3 enfants qui ont assisté aux meurtres, aux atrocités de leurs parents et qui décident quand même de vivre avec le bourreau à la peine. Donc, quand je reviens aux réalités africaines, c'est la même chose. On a 3 types d'aliénés. Ceux qui ont décidé de coopérer, qui sont des traîtres, qui ont décidé de coopérer avec les envahisseurs, ceux qui nous ont anéantis, ceux qui savent l'histoire, qui savent ce qui s'est passé, mais pour pouvoir protéger leurs avantages, pour pouvoir protéger leurs acquis, décident de faire ami avec eux. Eux, c'est des poltrons. Et puis le troisième, c'est les ignorants. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Pour eux, tout est beau. Il ne s'est rien passé. Tout le monde est copain-copine. Bon, voilà, il faut faire la vie avec. Voilà ces Africains-là qui nous maintiennent dans l'aliénation du grand ensemble de l'Afrique. Parce que ces Africains-là, tant bien même que nous soyons en face de nos bourreaux affaiblis, leur donnent encore de la force. Le bourreau, il est affaibli. On peut l'attaquer tout de suite. On peut se défaire de lui. On peut le chasser de chez nous. Mais la première des résistances, ce sont ces types d'Africains qui, eux, protègent le bourreau, qui font pencher la balance en faveur des forces affaiblies du bourreau. Vous voyez un peu? Donc, c'est ce qui rend un peu la tâche difficile à ceux qui veulent libérer l'Afrique. Et quand vous regardez un peu l'actualité politique de ce qui se passe sur le continent, vous voyez que c'est réel. Et c'est ce qui se passe sur le continent. C'est ce qui se passe sur le continent. Alors, frère, donc, quel pouvait être... Oui, tu peux terminer. Vas-y. Oui. Non, je t'écoute. J'écoute la suite de la question. Quelle pouvait être leur motivation, notamment sur les 2 premiers cas de figure? Quelle pouvait être leur motivation à pactiser avec les colons, étant entendu que nous étions à une époque où les habitants de l'Afrique avaient quand même une certaine rectitude morale. Cette rectitude morale-là était de mise, n'est-ce pas, à cette époque reculée. Maintenant, qu'est-ce qui pouvait donc motiver ces 2 premiers cas de figure, ces 2 premières personnes appartenant aux 2 cas de figure que tu as cités à pactiser justement avec l'ordre dominant?
la faiblesse morale, c'est d'abord la faiblesse morale et la facilité. J'ai cité à l'avant-dernière question, juste avant celle-là, j'ai cité cette anecdote de celui qui avait sa voiture en panne. Vous avez votre voiture qui est très performante, qui est en panne. Vous décidez de monter dans la voiture de celui qui vous y aide. Bon, vous avez votre raison. Mais vous ne pouvez pas trouver confort dans la voiture de celui qui veut juste vous aider. Et lui emprunter sa voiture tous les jours. Ça devient de la facilité. La civilisation européenne occidentale, quand elle a envahi notre terre, a fait miroiter à certains Africains que la civilisation était la meilleure. Et d'autres ont trouvé facile de suivre ceux qui se considèrent meilleurs. Et souvent, tu entends ça dans la bouche de certains Africains. Vaut mieux collaborer avec les plus forts que de rester avec les plus faibles. Mais ça, c'est de la traîtrise. C'est-à-dire qu'ils sont conscients de la force des Africains, mais comme l'Afrique traverse un moment délicat et difficile, on abandonne le navire. C'est de la traîtrise, c'est conscient. C'est un peu comme décider d'abandonner son ami dans des moments de doute et de faiblesse. C'est un peu comme décider d'abandonner sa famille dans des moments de doute et de faiblesse. C'est de la traîtrise. Ils en sont conscients. Le deuxième, lui, c'est de la poltronnerie. C'est de la peur. Ça peut arriver. Il y a des gens qui ont peur. Ils ont naturellement peur. Ils ont peur des représailles. Vu le cycle du moment, c'est eux les plus forts. Ils vont nous écraser. Je suis conscient qu'il faut, tôt ou tard, prendre la revanche. Je suis conscient qu'il faut venger nos pères et nos mères. Mais ce n'est pas le moment. Il faut faire avec. Quand le moment viendra, on pourrait retourner notre veste. Ça, c'est de la poltronnerie, c'est de la lâcheté. Et selon toi, le moment c'est quand? Est-ce que ce que nous voyons aujourd'hui là ne sont pas les prémices, justement? Mais bien sûr, les moments sont depuis les premiers signes de ces prémices d'affaiblissement sont depuis les années 60, je dirais. Voilà. Parce que il ne s'est jamais pointé avant cette époque-là une si forte résistance face aux envahisseurs. Je me rappelle encore que pour beaucoup d'Africains qui avaient subi le travail forcé, pour ce qui concerne l'histoire de la Côte d'Ivoire par exemple, l'histoire que je connais mieux, beaucoup de parents qui avaient subi le travail forcé s'étaient syndiqués. Pour la plupart, c'était des planteurs. C'est en cela qu'on avait retrouvé le leadership de l'un de nos premiers présidents d'antan, Félix Houphouët-Boigny, qui a commencé sa lutte en tant que syndicat des planteurs, syndicat agricole des planteurs, et qui avait intégré comment dirais-je, qui était obligé d'intégrer la mouvance populaire du temps, qui était le RDA, et qui a donné suite à la création du PDCI en Côte d'Ivoire, du PDG en Guinée et consorts. Donc il y avait cette mouvance, cette velléité de vraiment se libérer du joug colonial. Et c'était sincère en ce temps-là. C'était vraiment sincère. On observait ce vent-là qui soufflait sur toute l'Afrique. Vous voyez un peu? Donc, pourquoi subitement cette mouvance a été cassée? Parce que dans le mental de certains de ces Africains existait encore ce sentiment de poltronnerie. Il a suffi de couper la tête à 3 personnes, et je pense que même au Cameroun, il y a eu même une guerre contre le colon, où le colon était obligé d'utiliser l'UPC qui était un des membres du RDA. Oui. Voilà. Maintenant, pour dissuader cette mouvance-là, le colon était obligé d'utiliser les moyens forts, les bombardements au gaz de napalm et tout ça. C'était pour dissuader. Mais les poltrons, dès les premières heures de dissuasion, les poltrons se sont rangés derrière le colon.
dit que comme il y a eu des morts, bon voilà, il ne faudrait plus voilà, résister. D'autres même sont allés jusqu'à aller dénoncer hein, le maquis de Oumniobé, qui était si bien logé en forêt, qui menait une résistance formidable dont je salue la mémoire. Exactement. Vous voyez un peu, ça c'est l'œuvre des poltrons. Ça c'est l'œuvre des poltrons. C'est les poltrons qui font... Les traites, on les connaît déjà, on sait qui ils sont. Ils se sont rangés du côté du colon, ils font le boulot. Mais les poltrons, on ne sait pas de quel côté ils sont. Tantôt, ils sont là, ils se lamentent, et c'est eux qui ont peur, qui ne veulent pas réagir. Ils sont aussi dangereux que les traîtres. Vous voyez? Donc, c'est des poltrons, c'est des lâches. Juste pour conserver leur certain confort, voilà, juste ça, ils s'adonnent à ces genres de pratiques. Donc, ça, c'est mental, c'est moral. C'est des gens qui croient que, pour eux, l'état dans lequel se trouve l'Afrique s'en remettra pas du sitôt. C'est ce qu'ils pensent. Alors que les premières résistances nous ont montré que le colon n'est pas si fort que ça. La preuve en est que aux premières heures des résistances, des revendications pour l'indépendance, il y a eu la conférence ici, je crois, sur les thèses africaines, où aucun Africain n'a été invité, la conférence de Brazzaville. De Brazzaville, justement, avec le De Gaulle même était obligé de se déplacer pour pouvoir convaincre hein, ses gouverneurs. Et il a dû user de la complicité même hein, de certains combattants d'antan, dont Félix Houphouët-Boigny. Il a dû hein, l'inviter à Paris pour essayer de l'amadouer. Vous voyez un peu, donc ça montrait déjà la faiblesse du colon. Le colon était déjà passé à la table de négociation. Vous voyez un peu, le colon était en train de négocier. Pourquoi il a dû utiliser la ruse pour nous faire croire que nous allons être indépendants? Ils sont d'abord passés par l'autonomie qui nous promettait l'indépendance. Ça, c'est de la ruse. Parce que le colon était déjà affaibli. Quand celui qui a toujours utilisé les armes passe à la table des négociations, c'est parce qu'il est affaibli. Donc, il y avait déjà cet affaiblissement du colon. La peur avait changé de camp. Ce sont les poltrons qui sont venus de redonner de la force au colon pour continuer à faire ce qu'il a toujours fait. D'accord. D'accord. Alors, lorsque tu parles de 1960, automatiquement, on pense aux indépendances. Car c'est en 1960 que la quasi-totalité des pays africains ont acquis leur indépendance. Alors, comment comprendre que malgré les indépendances politiques, l'Afrique semble encore au sol? La chute est-elle aujourd'hui psychologique, économique, géopolitique ou tout à la fois? Puisque le colon n'étant plus là, on a l'impression que la mayonnaise continue de prendre toute seule. Ah mais non, ne soyons pas naïfs. Si vous vous sentez dans un état de maladie et qu'on vous fait prendre un remède hein, pour vous guérir et que vous ne sentez même pas une évolution de convalescence, c'est qu'en réalité, le médicament n'est pas efficace. Voilà, le médicament n'est pas efficace. Il n'existe pas de maladie trop forte pour un médicament. Soit c'est un médicament, soit c'est pas un médicament. Si ça ne fait pas son effet, c'est que le médicament n'est pas médicament. Donc, indépendance, alors que nous sommes encore dans le sentiment de l'esclavage et de la colonisation, c'est qu'il n'y a jamais eu d'indépendance. Ne soyons pas naïfs là-dessus. L'indépendance, la colonisation continue. Elle continue. Et elle continue selon l'évolution du cycle du temps. Nous avons une colonisation, je dirais, plus atténuée, moins dure que celle qu'ont connue nos parents dans les années 20 ou dans les années 1900, certes. Mais le même système persiste. C'est pourquoi nous, la jeune génération qui n'avons pas connu 1900, nous avons, lorsque nous parcourons l'histoire, nous remontons au temps de la colonisation, nous voyons des similitudes. C'est ce qui nous permet de baptiser cette façon de faire en néocolonisation. Parce que c'est les mêmes principes, c'est les mêmes administrateurs, c'est les mêmes moyens de fonctionnement. Vous voyez un peu? Donc, il n'y a jamais eu d'indépendance. Il y a eu un relâchement de la part de l'administration coloniale qui a dû employer des moyens
plus atténuante pour pouvoir faire penser aux Africains que les Africains étaient libres de faire ce qu'ils voulaient. Ils ont juste utilisé les poltrons et les traîtres pour mettre à la tête de nos États. Et ces poltrons ne font que exécuter l'agenda de la colonisation. C'est ce qu'on appelle la néocolonisation. Mais quand on dit néocolonisation ou ultra-néocolonisation, ça reste la colonisation, c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots parce que aujourd'hui, quand vous prenez simplement sur l'aspect économique, vous voyez qu'au temps colonial, il y avait le travail forcé. Le travail forcé consistait à kidnapper nos parents, à les faire travailler dans des champs de produits de rente, à envoyer ces produits sans être payé, sans recevoir un seul sou, non seulement sans recevoir un seul sou, et envoyer toute la production de ces rentes à la métropole, c'est-à-dire en France, en Allemagne, en Angleterre et consorts. Et en plus de cela, nos parents devaient payer des impôts de capitation, c'est-à-dire des impôts par tête qui leur étaient imposés. Ça veut dire que pendant que l'individu fait son travail forcé, on lui laisse 1 ou 2 heures pour s'occuper de sa ferme, tout en sachant que de cette ferme-là, cela sera prélevé 1 ou 2 moutons ou un poulet en guise d'impôt. Mais regardez au jour d'aujourd'hui, à quoi ça donne la plupart de nos paysans? Toujours au produit des rentes, c'est la même chose. On les incite à faire la culture de rente en leur promettant des rétributions qui ne sont pas à la hauteur de leur, je dirais, de leur investissement physique, mental et pécuniaire. Donc, ils s'adonnent toujours aux cultures de rente et ces cultures de rente-là sont sous-payées. Donc, c'est toujours le travail forcé, au fait. Mais on les force autrement. Parce qu'on les met dans un système de si vous ne faites pas les rentes, vous n'allez pas vous soigner. Si vous ne faites pas les rentes, vous ne pourrez pas mettre votre enfant à l'école. Si vous ne faites pas les rentes, vous n'allez pas pouvoir vous nourrir. Donc, on les oblige à faire les rentes. Et ces rentes-là, aujourd'hui, elles vont où? Ces rentes-là vont où? Ces cultures de rente, toute la production va toujours à l'étranger. Exactement. Donc, c'est le même système. C'est le même système. Et on paye toujours, au travers de la détérioration des thèmes de l'échange, on paye toujours ces impôts-là. Et on prélève toujours nos parents. Lorsqu'il vient le moment de leur rétribuer le dû, on prélève encore des impôts. Donc, c'est la même. Mais il n'y a jamais de pense. Les Africains ont pensé qu'ils étaient vraiment indépendants. Quand ils ont essayé, eux-mêmes, ils ont vu. Nous aussi, on en a fait les frais. Quand on a essayé de montrer aux uns aux autres qu'on était indépendants, on a reçu des hélicoptères sur le pont Félix-Houphouët. Il y a eu des morts. L'armée française a fait sortir ces hélicoptères bombardés. C'est un signal fort qu'ils ont envoyé aux uns aux autres, dit que vous n'êtes pas indépendants. Ne vous trompez pas. Si vous faites vos égouts, voilà, c'est ça, cher et fort. Autant de Tcharoy. D'accord, frère Boni. Peut-être une dernière question avant de sortir de cette émission. À la lumière de ton travail avec l'école à Nancy, que devons-nous reconstruire en priorité pour que l'Afrique ne reste pas à genoux, mais se relève dignement et définitivement? Allô, Boni, je crois que le signal, n'est-ce pas, nous avons perdu le signal avec Boni. Ça va nous permettre de prendre très rapidement une transition. Question de voir avec la régie si on peut le prendre de nouveau pour qu'il fasse sa conclusion pour cette première édition en direct
de la Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan avec le frère Boni. S'il n'est pas là, nous allons prendre une courte respiration et peut-être conclure avec ou sans lui cette émission. Ça n'a pas été facile, ça a été poussif, mais nous en sommes arrivés quand même au thème. C'était la première expérimentation. Je ne dirais pas coup de maître, il y a eu des couacs, mais ça va nous permettre dans les prochains jours, n'est-ce pas, de corriger. Alors nous prenons une transition et puis on se retrouve. De retour sur le plateau pour la conclusion de l'émission. Malheureusement, nous n'aurons pas la conclusion du frère Yao Boni, qui lui aussi a été victime de coupures d'énergie. Décidément, ce n'est pas seulement au Cameroun. Nous nous rendons compte que la quasi-totalité des pays africains souffrent, n'est-ce pas, justement de ces maux. L'énergie électrique qui véritablement nous empêche de nous mouvoir. Mais par conséquent, je vais quand même conclure cette émission ici, à Yaoundé au Cameroun. Nous voici au thème de cette traversée lucide, profonde et sans concession à travers les méandres de notre histoire collective. Nous avons cherché à comprendre, non pas pour accuser, mais pour éclairer, non pas pour pleurer notre passé, mais pour réveiller notre avenir. Car comprendre comment l'Afrique est tombée, c'est déjà comprendre, commencer à se relever. Le frère Yao, depuis Abidjan en Côte d'Ivoire, tu nous as offert à ton niveau des clés, des repères, des ressources salutaires. Ton engagement pour l'élévation mentale à travers l'école Anansi, dont tu es le promoteur, est une œuvre noble, une mission que nous saluons ici avec respect. Kemet Télévision et l'émission Sagesse Kamit te remercie vivement pour ta disponibilité, ton intelligence généreuse et ta fidélité au combat pour la renaissance africaine. À vous qui nous regardez, que cette parole continue de vous habiter, de vous bousculer et surtout de vous élever. Car la sagesse ne contemple pas, elle se vit, elle se transmet et elle se bâtit chaque jour par chacun de nous. À très bientôt sur vos antennes panafricaines. Restons debout, enracinés et en marche vers la lumière. La semaine prochaine, nous serons très certainement une fois de plus avec le frère Yao Boni et également avec le doyen Korejo Missa Doumbia depuis le Canada. 3 fois au TEP à vous et à très bientôt.